fait, je vais vous démontrer qu'au-delà de vraies zones d'ombre, de vraies questions, tous ces éléments qui font que cette conspiration, qui sont d'une logique implacable, fait que cette conspiration n'est pas prête de mourir, que cette affaire n'est pas prête à mourir tout de suite, et que donc Trump est face à lui, on vous a parlé du calendrier, mais pas que, est face à lui à un problème majeur. Aujourd'hui, le message, en gros, de l'administration Trump, alors je suis en train de perdre ma voix, ça fait peut-être l'émission a fait un peu plus que 45 minutes. Là, le message au niveau de l'administration Trump, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. À un moment, c'était même circuler, il n'y a pas de rapport à voir. Ou alors maintenant, c'est un rapport écrit par Obama, Clinton, ensemble. On imagine comment, d'ailleurs, on avait un mème sur le sujet, mais c'est pas très grave maintenant, comment ils ont dû se mettre ensemble et à écrire ce petit dossier Epstein pour accuser Donald Trump. Ce qui veut dire par là, quand il dit ce sont mes ennemis qui l'ont fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça qu'il y a mon nom à l'intérieur. Ça veut dire ça aussi. On va revenir. On vous a montré les photos la dernière fois. Nous sommes en février 2025. Et tous les influenceurs de ce petit monde MAGA sortent le sourire aux lèvres et triomphant nous proposent le dossier. Alors, ils ont tous eu leur casquette en cadeau, on voit bien. Ils nous proposent le dossier Epstein. Alors, ils posent tous avec le dossier Epstein. Et dessous, tout en bas, il y a écrit que c'est donc l'administration la plus transparente de l'histoire des États-Unis. Donc, ils sont en train de poser. Et aujourd'hui, ces photos, non seulement ces influenceurs se sont ridiculisés et tentent de se raccrocher au rideau en expliquant qu'ils ont été manipulés, que ce n'est pas leur faute, etc., que c'est la méchante Pam Bondi qui a fait ça. Mais ces photos sont à l'origine d'une nouvelle conspiration. Cody, c'est quoi le titre du dossier? The Epstein Files Phase 1. Le dossier Epstein, phase 1. Qui dit phase 1 dit que forcément, il doit y en avoir une suite. 4, 5, il doit y avoir la phase 2. C'est la manière dont on a vendu à ces influenceurs, à la base MAGA, que le dossier, il n'y avait pas encore tout ce qu'on avait dit, mais ça allait arriver. Et aujourd'hui, on leur dit non, il n'y a pas de phase 2, c'est terminé, il n'y a rien. Là, on va voir le mémo qui a été publié par le département de la justice. Et vous voyez donc dans ce mémo très très court, cette ligne que je vous ai soulignée en bleu, où il y a écrit qu'il n'y a pas de liste, et encore de liste incriminante de clients, parce que tous les mots autour de ce mémo sont extrêmement intéressants. Il y a un autre élément qui prête à la conspiration, et c'est là qu'on voit que lorsque vous vous retrouvez dans un scandale, tout ce que vous faites joue contre vous. On le voit avec Trump qui décide de parler, et donc résultat, ça crée une attention supplémentaire, l'effet Streisand supplémentaire sur le dossier. Mais je vais vous montrer un autre tweet de Todd Blanche qui, pour donner le côté sérieux, il dit non, moi aussi, j'ai travaillé de manière étroite avec Kash Patel, avec Bongino, pour écrire ce mémo et pour aller vérifier tout ça, et il n'y a rien. D'accord. Aujourd'hui, Todd Blanche est le numéro 2 du département de la justice. Mais hier, Todd Blanche, c'était l'avocat personnel de Donald Trump. Et donc, vous avez aujourd'hui l'avocat personnel de Donald Trump qui vous dit non, mais j'ai collaboré à tout ça, j'ai vérifié, c'est bon, il n'y a rien sur Donald Trump. Et c'est l'avocat de Donald Trump. Et donc, on essaye de dire non, mais vous inquiétez pas, c'est extrêmement sérieux. Mais résultat, on crée de la matière, et c'est là qu'on voit que c'est un cercle vicieux dont il est extrêmement difficile
de se sortir parce que... Il est fou ce tweet, 3 millions de vues en plus, comme tu dis, on le voit. Et d'un côté, regardez cette dernière phrase, il dit que la suggestion qu'il y avait une collaboration entre le FBI et la partie Trump, c'est fou, c'est faux. Et juste avant ça, il te dit, j'ai travaillé dessus. Oui. Je suis DOJ Leadership, je suis l'avocat personnel de Trump. J'ai travaillé avec l'FBI, mais non, au même tweet, on te dit, il n'y a pas eu de collaboration. Donc, évidemment, les gens, ils craquent, ils disent c'est un complot. Exactement. Si on rajoute ça à Phase 1 et ce tweet-là, les électeurs de Trump se disent non, mais c'est pas possible. Et puis après, si on prend le message de Trump, on se dit mais c'est certain, c'est une manipulation. C'est une manipulation. On va revenir sur le mémo, sur cette page 1. Voilà. Et cette formidable analyse qui a été faite sur l'écriture de ce texte, la manière dont c'est rédigé, en expliquant qu'encore une fois, les journaux américains sont tombés dans le piège, en expliquant qu'ils ont titré que le mémo expliquait qu'il n'y avait pas de liste Epstein, alors que c'est pas ce qui est écrit. Et c'est fait exprès. Le texte, la manière dont tout ça est écrit, et on a eu plusieurs émissions avec Maître Eolas qui nous parle toujours de l'importance des mots, entre autres lorsqu'on fait une loi. La manière dont ce mémo est écrit, ça ne permet pas d'avoir une opinion définitive. Parce que il y a un mélange de mots. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des informations sur des personnes, mais elles ne sont pas faites sous une forme de liste? Donc ça, c'est un véritable problème. Est-ce que ça veut dire que les noms sont mis, mais pas de manière incriminante? C'est quoi incriminant? Ça veut dire quoi? Incriminant d'après qui? D'après Pam Bondi, Todd Blanche et Kash Patel? C'est quoi le standard qui a permis à la justice américaine de l'administration Trump de dire non, il n'y a rien d'incriminant dedans. On ne vous sort pas les noms parce qu'il n'y a rien d'incriminant. Ça veut dire quoi? On ne le sait pas. Et tout le mémo est écrit de la même manière, de telle sorte que vous pouvez interpréter comme vous le souhaitez chaque ligne de ce mémo sans avoir une certitude sur ce qui s'est passé. C'est quelque chose qu'un autre journaliste, qui est un journaliste d'investigation, qui est un des plus grands spécialistes, il travaille pour Business Insider, ça fait 7 ans qu'il travaille sur ce dossier-là, c'est un des plus grands spécialistes, voilà tout de suite, vous pouvez suivre son compte, Jacob Shamian, il travaille pour The Business Insider, et lui, d'entrée, il a remarqué des véritables questions. Ce n'est pas un complotiste, d'accord? Ce sont des véritables questions. Il dit, par exemple, que le mémo se termine, je vous l'avais mis en avant cette phrase-là, on l'a, Thomas, je pense c'est l'extrait mémo numéro 3, parce que c'est le plus important. On nous explique que on a déterminé que plus rien ne sortira. C'est terminé, il n'y aura pas de phase 2, ça c'est certain, mais plus rien ne sortira. Pourquoi? Aucune explication. Pourquoi ce dossier qui est composé de plusieurs térabytes de documents, pourquoi on décide aujourd'hui que c'est terminé? Il n'y aura plus rien qui sortira. Il a contacté le département de la justice pour avoir une explication. Aucune réponse. Aucune réponse. Il revient aussi sur ce fait de dire qu'il n'y a personne qui a signé ce document. C'est la première fois qu'il y a un document avec 2 agences à la tête. C'est signé par personne et personne n'est venu faire, et surtout pas Pam Bondi, est venu faire le service après-vente derrière. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on veut limiter son attachement à ça, à ce document. On ne veut pas pour l'histoire être marqué à ce document. Pourquoi? Autre point mis en avant, encore une fois, par un des plus grands journalistes d'enquête sur ce sujet-là. Pourquoi
sur ces bandes vidéo du couloir de la prison, il manque 62 secondes à la fin. 1 minute 2. Pam Bondi a essayé des explications sur le fait qu'on retrouverait de partout, mais ça a convaincu personne. Ça a convaincu personne. Et puis, il demande de manière sérieuse, c'était quoi l'idée d'avoir tous ces agents du FBI qui travaillent pendant des semaines sur ce dossier pour à la fin dire « Non, il n'y a rien qui sort. On ne peut rien vous montrer. Pas 1%, pas 10%, pas 20%. Rien. Rien. » Il revient aussi sur la structure de ce document qui parle principalement de ce qu'on appelle du CSAM. Le CSAM, c'est du matériel pédophile. Et qu'essaye de vous renseigner en disant, en gros, le sentiment que vous avez en lisant ce mémo, c'est qu'on n'a rien à sortir parce que la seule chose qui existe, ce sont des images pédophiles et donc, évidemment, on ne va pas les rendre publiques. Personne ne veut voir ça. Et lui, il dit non, mais ça n'a aucun sens. Il connaît le dossier par cœur. Ce n'est pas un complotiste. Il dit ça n'a aucun sens. Tweet suivant. Parce que il dit, mais le dossier, c'est pas ça. Le dossier, c'est tout ce qui reste. Les ressources financières, les comptes bancaires de Epstein. Pourquoi on ne les voit pas? Ces communications téléphoniques, ces emails. On nous cache sur le principe de nous dire, bah tiens, c'est uniquement des photos pédophiles, des photos d'enfants. Non, il y a tout ce qui a été nécessaire au cadre d'une enquête pour pouvoir l'amener en prison. On ne peut pas amener quelqu'un en prison sans un dossier. Et ce dossier-là, il n'existe plus. C'est ce que nous dit Donald Trump. On ne veut pas qu'il sorte. Pareil, sur tous les relations entre Epstein et les services des agences de renseignement américaines ou étrangères qui ont peut-être facilité certains réseaux, certains trafics pour pouvoir avoir du matériel de chantage et de pression sur des personnalités. On n'en parle plus. Et puis, ce dernier point, qui est pour moi le plus emblématique de cette administration Trump, qui exagère tout en permanence. Vous le savez, ça fait des jours que je vous dis que je vous ai préparé un dossier sur les statistiques et l'administration Trump. On le sortira lorsqu'on aura du temps. Le dossier est prêt. Et donc, il dit, lui qui a enquêté depuis toujours, il dit, pour la première fois, il y a un nouveau chiffre qui sort. Le fait que Epstein, c'était un monstre. Mais c'était un monstre tellement important qu'il a fait plus de 1000 victimes. Aucune explication de comment on est arrivé à ce chiffre-là. Pendant le procès, on nous a parlé de 100 à 150. Là, c'est qui ces 1000 personnes? On ne le dit pas non plus. On ne le dit pas non plus. Il doit y avoir des témoignages. Hein. On ne demande pas la publication de l'identité de ces personnes-là, mais il doit y avoir enquête. Il doit y avoir donc des rapports qui ont été publiés. Non, on ne sort plus rien. On ne peut pas dire logiquement, il y a 1000 victimes, mais on n'a rien à vous montrer, il n'y a plus rien à dire. Et je vais vous faire écouter Pam Bondi, il y a 2 mois, qui justement parlait du nombre de victimes de Jeffrey Epstein. Vas-y, Thomas. Patel was in there. So I ended up getting about 120 pages. We carefully redacted them, of course, to be sure the 254 young girls, women who are victims of sex crimes and sex trafficking, their personal information was redacted and out of there to protect them. So I'm going through it and I kept saying, there has to be more, there has to be more. Donc, il y a 2 mois, Pam Bondi parlait d'un nouveau chiffre. C'était la première fois qu'on l'attendait, de précis. 200. Oui, précis, c'est super important. Est-ce que vous entendez bien les médias? De 254 victimes. Comment on est passé de 254 victimes à 1000? Frédonier. Et puis, non, c'est pas drôle là.
de 254 à 1000 victimes et... j'ai perdu le fil de ma pensée du coup. Et comment on est passé de 254 à 1000 victimes et qu'en plus de ça, on ne les documente pas. On dit il n'y a pas de dossier. Et comment donner la crédibilité aux autres informations lorsque vous sortez ce chiffre-là sans expliquer la source de ce chiffre-là et sans le documenter. Il y a un troisième point sur lequel, d'ailleurs, le rapport se termine, qui va attiser la conspiration, à tort ou à raison. On va prendre la dernière page du mémo, ou la deuxième page, voilà, sur la vidéo. Le mémo se termine en expliquant qu'on va rendre public ces 10 heures de vidéo en 2 formats. Une version où on a amélioré la qualité, enhanced, et une autre raw, c'est-à-dire pure, non touchée. Et donc, il y a eu effectivement le partage de cette vidéo. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, on en parlait dans les points mis en avant, qu'il y a 62 secondes qui manquent. Il y a un journal spécialisé dans tout ce qui est technologie et nouvelles technologies, qui est irréprochable, qui s'appelle Wired. Et Wired a fait son enquête en utilisant des outils sur la vidéo. Ce n'est pas un journal MAGA, ce n'est pas un journal conspirationniste, ce n'est pas un journal pro-complot. Et ils disent, voilà, quand on analyse les métadatas, donc les données de la vidéo, on se rend compte que cette vidéo a été modifiée. Donc on va rentrer dans l'article parce que ça ne veut pas dire modifier pour cacher quelque chose, mais on a touché, donc en utilisant vraisemblablement, ils ont retrouvé les traces de Adobe Premiere Pro. Il y a eu des modifications sur un dossier qui est présenté comme étant le dossier original. Donc, on va voir dans le reste de l'article, il précise, ça ne veut pas dire, ne pensez pas que c'est peut-être simplement la manière dont ils l'ont traité pour la rendre publique, des différents formats, etc. etc. Ça ne veut pas dire que quelque chose a été changé. Mais résultat, pourquoi avoir utilisé le mot de dire non, on vous présente quelque chose qui n'a été touché par personne pour se rendre compte 2 jours après que oui, ça a été touché. On peut pas mettre ensemble plusieurs clips, les sauvegarder plusieurs fois et après présenter ça comme en disant il n'y a rien eu. C'est juste un côté professionnel même de leur côté, et de penser que personne allait se rendre compte, c'est terrible. Et puis évidemment, dans ce dossier des zones d'ombre, qui mérite d'être éclairci, c'est que l'on sait que on ne connaît pas la totalité de l'histoire, et de dire on ne connaît pas la totalité de l'histoire, ça ne veut pas dire que Donald Trump ait participé à quoi que ce soit, mais on ne connaît pas la totalité de l'histoire de 2 amis qui sont Donald Trump et Jeffrey Epstein. On ne sait pas pourquoi, en 2002, Donald Trump se vantait de son amitié. On va retourner dans le journal de l'époque, en 2002, le New York, où Donald Trump était interrogé et se vantait de son amitié. Thomas, c'est la première ligne, je pense. On doit avoir 2002 quelque part. Mais bon, c'est pas grave. En 2002, Donald Trump se vantait d'être son amitié avec Epstein et des conquêtes d'Epstein, en disant que leur point commun, c'est que tous les deux aimaient les filles, les belles filles. Et comment, en 2019, il a changé d'avis. Alors, le changement de Donald Trump d'attaquer Epstein en 2019, c'est arrivé au lendemain de l'inculpation de Epstein. Lorsqu'il a dit qu'il n'était pas fan de Epstein, c'était après l'inculpation.
Et au moment où il y avait en 2019 des manifestations, je pense qu'on a les photos dans un des dossiers, Thomas, des manifestations devant le palais de justice à New York au moment de l'inculpation de Epstein, où les manifestants avaient des portraits de Donald Trump et de Epstein. Vous allez voir, c'est quand même une époque, un moment particulier. Et donc, c'est à ce moment-là où Donald Trump est allé de manière la plus virulente en expliquant que, regardez, je ne suis pas, mais en refusant d'expliquer pourquoi ils ne se parlaient plus. Pourquoi ils ont arrêté d'être amis? On en a la réponse grâce à Michael Wolff. Je reviens dessus tout de suite après. Alors, Michael Wolff, c'est quelqu'un que vous connaissez si vous êtes habitué à nos émissions. On vous en avait parlé avant la campagne électorale, avant l'élection de novembre dernier, avec des tas de révélations. Il avait publié des tas de cassettes audio, d'interviews, de conversations enregistrées avec Jeffrey Epstein. On vous en avait parlé. Et donc voilà, c'est encore une des raisons. Hein, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on refera un dossier de la chute bien plus important sur tout ça, où on va vous refaire écouter certains de ces extraits de conversations audio avec Epstein. Donc vous abonnez, vous cliquez sur la sonnette de notification pour savoir tout ça. Et donc Michael Wolff, c'est un journaliste d'investigation qui a écrit sur Trump, qui a interrogé plusieurs fois Trump d'ailleurs, et qui a travaillé énormément sur Epstein. Il s'est rapproché de Epstein et il a interrogé plusieurs fois sur ses relations avec Donald Trump. Et c'est là que Epstein, plusieurs fois, a dit que c'était son meilleur ami à l'époque. Hein. On a des tas de photos d'eux en train de faire la fête, des tas de vidéos. Et entre autres, tiens, Thomas, tu peux nous montrer l'autre photo qui justement, c'est ce genre de photo. Évidemment, c'est juste la photo d'un homme qui vit sa vie d'un bachelor qui passe de fête en fête, mais là, c'est une soirée, une fête. Ce sont des filles majeures, c'est pas ça le problème. Mais du coup, ce genre de documents, aujourd'hui, ces magas, quand ils les regardent, jusqu'à présent, ils n'avaient aucun problème par ça, parce que Donald Trump, c'était le chevalier blanc. Ouais. Hein, c'était lui qui allait dénoncer tout ce système. Aujourd'hui, il protège ce système. Donc, quand on revoit ces photos-là, on se dit, oh là là, finalement, j'ai vraiment été pris pour un con. J'ai vraiment été pris pour un con. Et donc, dans ses confidences avec Epstein, Wolff a découvert les raisons de cette dispute entre Trump et Epstein. Je vous l'ai raconté plusieurs fois. Ils se sont disputés pour une transaction immobilière, pour l'achat d'une villa princière à côté de Mar-a-Lago, où Epstein en était persuadé. Le concurrent, il y avait une concurrence entre Epstein et des Russes pour acheter cette maison-là. Et Epstein était persuadé, pour des tas de raisons, vous avez fait écouter ces enregistrements,
que c'était Trump qui était derrière tout ça. Et ça s'est très très mal passé. Ils se sont disputés à ce moment-là et Epstein a accusé Trump de blanchir de l'argent pour la mafia russe depuis des années à New York. On en reparlera lorsqu'on ouvrira les dossiers, nos dossiers de la chute, la deuxième partie sur Trump le parrain. On en reparlera. Et à ce moment-là, la première enquête menée à Palm Beach sur les relations sexuelles de Epstein contre des mineurs est ouverte. Et du côté de Epstein, on est persuadé que c'est Trump qui l'a donné, que c'est Trump qui est allé signaler, on appelle ça de faire un dime, donc d'avoir... De quoi? Drop a dime. Yeah, drop a dime, c'est une expression qui vient des années 60. Drop a dime, le dime, c'est la pièce de 10 cents. C'était le prix d'une communication téléphonique dans une cabine, cabine téléphonique, pour être anonyme. Vous mettiez un dime et vous alliez dénoncer quelqu'un. Et du côté de Epstein, on est persuadé que c'est Trump qui l'a mis la première fois dans ces affaires-là qui vont être étouffées par Pam Bondi quelques années plus tard. Mais les soucis judiciaires de Epstein sur ses relations sexuelles avec des mineurs, c'est Trump au départ, d'après Wolf. Et ce qui veut dire aussi, Wolf signale ce point-là, ça veut dire comprenez donc du coup depuis combien longtemps, avant que ça devienne public, Trump était au courant. Et c'est peut-être ça aussi qui le gêne, parce qu'il était peut-être au courant des relations sexuelles de Epstein avec des mineurs, alors qu'il était encore ami à ce moment-là. C'est peut-être ça qui le gêne. Peut-être c'est tout, mais c'est quelque chose de relativement important. Mais bon, en tout cas, voilà. Et donc, on arrive au moment de la campagne de 2016 où Epstein a décidé de se venger. Et comme le dit Wolf, c'est à ce moment-là que Epstein a décidé de faire la même chose, de donner, je pense qu'on a cet extrait, de faire la même chose, donc de rendre la monnaie de sa pièce, de son 10 cents, à Trump et de dire « c'est mon tour de faire payer Trump de ce qu'il m'a fait 10 ans plus tôt ». Et là, d'après Wolf, on va l'écouter, Epstein lui montre des photos qui impliquent Donald Trump avec des mineurs. On écoute Wolf tout de suite. And I've said before that Epstein used to bring out this set of pictures. There were about a dozen snapshots, and among them, there are at least 3 that I remember. 2 of topless girls sitting in Trump's lap around Epstein's swimming pool, and then one with a stain on the front of Trump's pants with 3 or 4 girls laughing and pointing at it. So I have seen those pictures. So what's your best guess as to where they are? Well, I'm my best guess is that Epstein kept them in the safe. A safe was emptied out by the FBI. Where are those pictures? Voilà. Wolf, qui est critiqué sur certains dossiers, il faut garder ça en tête, c'est sa parole, et pour l'instant c'est tout, parce qu'il n'a pas ces preuves-là. Il peut prouver, il a des centaines d'heures d'enregistrement de conversations de Epstein, où Epstein dit qu'il a été le meilleur ami de Donald Trump, donc ça il peut le prouver. Explique donc l'existence de ces photos et termine sur ce point en disant que ces photos étaient dans le coffre-fort de Epstein et que donc ce coffre-fort
comme toutes les autres informations que ce journaliste d'investigation de Business Insider mettait en avant, ont été saisies par le FBI au moment de la descente. Si Wolf a raison, et si on additionne ce que disait tout à l'heure le journaliste de Business Insider, ce sont donc toute une partie du dossier Epstein, le contenu de ce coffre, au-delà du contenu qu'on ne veut pas voir. Personne aujourd'hui, quelle que soit la couleur politique, demande que ces documents mettant en scène des mineurs soient rendus publics. C'est pas ça. C'est tout le reste. C'est tout le reste. Et on ne peut pas dire non, il n'y a rien d'autre. Il y a des communications téléphoniques, il y avait des emails, il y a des relevés de comptes. Je vous rappelle que la fortune de Epstein était estimée à quasiment $1,5 milliard. Il y a des mouvements financiers, il y a des comptes un petit peu de partout. Ce n'a pas été rendu public. C'est un des problèmes pour eux dans ce côté-là, c'est que la foule ne réclame pas un morceau d'information. C'est pas juste la liste. C'est quand on nous dit il n'y a plus rien, on n'a rien à vous donner à faire classer, voilà. C'est qu'on vous dit, OK, il n'y a pas la liste des vols, il n'y a pas les côtés finance, il n'y a pas les photos, il n'y a pas les vidéos, il n'y a pas la liste des clients. C'est que, voilà, on s'attend à tellement de choses différentes. Même, je me souviens quand Wolf a sorti tout ça, je crois que c'était octobre l'année dernière, ouais. Une des parties vraiment gênantes pour Trump a rien à voir avec les filles, avec la pédophilie et tout ça. C'était ce côté financier où Jeffrey Epstein, à travers Wolf, disait qu'il savait la vraie fortune de Trump, que Trump n'avait pas de l'argent, que Trump était impliqué en crimes financiers, en magouilles financières, tout ça. Même juste ce côté-là aurait été très gênant pour Trump. Donc la taille de ce dossier dépasse juste une ou deux choses de cette liste. Oui, et ce que tu viens de dire, il faut le rappeler parce que c'est extrêmement important, c'est que tous les éléments que tu viens d'annoncer et que l'on voit par écrit, c'est la base de n'importe quel dossier. C'est la base de n'importe quel dossier. Oubliez le nom Epstein, oubliez Trump. La réalité, c'est que les éléments que vous retrouvez dans n'importe quel dossier criminel, aujourd'hui, on vous dit, il n'existe pas, ou alors on vous dit, il ne devrait jamais sortir. Et ça, c'est ce qui trouble le public et qui fait que cette idée qu'il y a autre chose et que Trump est devenu membre du Deep State ne peut pas mourir. Tant que le reste ne sera pas vu, ce qui est normalement dans n'importe quel autre dossier, ces fameuses zones d'ombre, le doute va rester. Et quand on additionne ça avec ce qu'on vient de voir, le chiffre de 1000 qui apparaît comme par magie, la vidéo qui a été touchée alors qu'on nous dit que ce n'est pas le cas, ça s'additionne. Le dernier dossier de cette zone d'ombre, c'est la vengeance. Aujourd'hui, alors est-ce que c'est la vengeance ou est-ce que c'est la réalité? J'ai fait exprès d'utiliser ce terme-là, du frère de Mark Epstein, de Jeffrey Epstein. Un frère qui a décidé, il a été extrêmement discret, d'ailleurs quand il passe cette photo, ça faisait 15 ans, cette photo a été faite par un paparazzi à New York, ça faisait 15 ans qu'il n'existait plus de clichés de lui pour des raisons de sécurité. Il a reçu une partie de la fortune d'Epstein avant le suicide d'Epstein d'ailleurs. Et donc, il vient de réapparaître et participe à certains médias. On va l'écouter. Il était sur le podcast de Don Lemon où, pour la première fois, parce que ce n'est pas la première fois qu'il participe à des interviews, mais pour la première fois, il a été extrêmement précis dans ses accusations. On l'écoute et on en parle tout de suite après. I've said when you saw that interview with them, I think there was a couple of interviews. The one thing with Maria Bartiromo, where they sat down, and I mean, they were glum and they're saying there's nothing there. I would be honest with you, there's nothing there. After years and years of pushing and also calling this somehow a Democrat, according to them,
conspiracy theory, and that somehow the Democrats were involved in your brother's death. I don't think the Democrats look. Well, I look at it this way. Bill Barr, when he came out with that ridiculous statement, he was the Attorney General. You know, who did he look? If Jeffrey was murdered, which I believe he was, somebody did it. So the people who were coming out with these ridiculous statements, I think, are covering up for somebody, right? So who are they covering up for? You know, Bill Barr worked for the President of the United States. Kash Patel works for the President of the United States. Pam Bondi works for the President of the United States. Maybe someone should ask him what he knows. Who do you think they're covering up for? Who do they all work for? They all work for Donald Trump. Well, like I said in another interview, I wouldn't be surprised. You wouldn't be surprised if Donald Trump was behind your brother's death? Are you saying that Donald Trump had your brother murdered, do you believe? I'm not saying that. I'm saying if that's what it was, I wouldn't be surprised. We know that Jeffrey had dirt on Donald Trump. We know that. That's a fact. Because he said in 2016 with the election that if he said what he knew, they'd have to cancel the election. He didn't tell me what he knew, but that's what he said. And I've been public about that before. That shouldn't come as a shock. Dirt so, like what? Dirt about what? Of course, Steve Bannon said that the only person he feared for Donald Trump's sake was Jeffrey Epstein. Why? What do you think? Jeffrey was going to beat him up? No, it's because of what Jeffrey knew. And what did Jeffrey know? Well, I don't know. He didn't tell me what he knew, but he said if he said what he knew, they'd have to cancel the election. That's a direct quote. Alors, en 2 minutes, vous avez la série de Zones d'ombre. Alors, encore une fois, c'est le frère de Jeffrey Epstein. Il faut prendre ses déclarations avec prudence, d'accord? Mais la suite d'informations est extrêmement intéressante parce qu'en plus, il va mettre en avant 2 points qui sont prouvés par d'autres personnes. Donc, la première chose, Don Lemon, ancien journaliste de CNN, lui explique que pendant des années, le camp Trump a expliqué que c'était un complot des démocrates, cette fameuse liste de Jeffrey Epstein. Donc, du coup, Trump était en opposition. Et il dit non, en fait, c'est le contraire. Lorsqu'on regarde tout simplement la chronologie de ce qui s'est passé et les déclarations de ce qui s'est passé, on se rend compte que les personnes qui vous disent qu'il n'y a rien à voir, c'est au moment où Trump est au pouvoir. C'est Bill Barr en 2019. Bill Barr, ministre de la Justice de Donald Trump, qui dit « Je ne vais pas rendre public le dossier. » C'est la première fois qu'on dit ça. Je l'ai étudié. Donald Trump y est pour rien. Il ne dit pas comme ça, évidemment, mais c'est l'idée derrière. Et donc, le frère de Epstein dit « Quel est le point commun entre toutes ces personnes qui font ces déclarations? Bill Barr, Kash Patel et Pam Bondi. » Il dit, le point commun de ces 3 personnes, c'est qu'elles travaillent pour le président des États-Unis. Et en 2019 et en 2025, le président des États-Unis, c'est le même. Et donc, Lemon lui dit, mais est-ce que ça veut dire que c'est Donald Trump? Il dit, je ne serais pas surpris. Je n'affirme rien, mais je ne serais pas surpris. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit. Et donc, Mark Epstein, après, dit, d'autant plus, et c'est là qu'on rentre dans le dossier intéressant, mais c'est aussi comme ça qu'on construit une conspiration. Donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent, parce qu'un complot, une théorie de la conspiration, alors que le complot est un phénomène historique documenté, une théorie de la conspiration, c'est de prendre des éléments inscrits dans le réel et les attacher à quelque chose de faux. Donc, il faut être prudent, parce que ce que dit Mark Epstein, ça peut être une construction pour une théorie du complot, ou ça peut être la vérité. Je ne le sais pas. Vous ne le savez pas, je vous partage ces éléments-là. Et donc, il dit, ça ne me surprendrait pas que Donald Trump soit celui qui soit protégé dans tout ça, parce que Jeffrey Epstein lui-même a dit à plusieurs reprises qu'il avait du dirt, qu'il avait donc un dossier, un DOS sur Donald Trump. De quoi le salir
Et il va plus loin, et ça fait partie des enregistrements proposés en possession de Michael Wolff, dont vous a parlé, où Epstein dit « J'ai de quoi faire annuler l'élection ». On ne va pas rentrer dans la légalité de faire annuler une élection, mais ce qu'il dit, il dit « J'ai de quoi faire tomber Donald Trump ». Et on retombe là-dessus, en parlant de tomber, sur une autre déclaration qui est vraie, encore une fois, cette fois-ci, c'est Bannon. Je vous rappelle que Bannon vient de passer plusieurs semaines avec Epstein, qu'il a enregistré les confidences de Epstein en vidéo. On le sait, le caméraman qui a filmé, qui a set up, il a juste préparé les caméras, il était obligé de sortir à ce moment-là, a témoigné du fait de l'existence de ces vidéos. Ces vidéos n'ont jamais été partagées par le public. Elles sont en possession de Bannon depuis 2016. Il ne les a jamais sorties, jamais utilisées. On imagine que si ces vidéos étaient contre les Clinton, au moment où Trump était un adversaire de Hillary Clinton ou était contre les démocrates, je ne vois pas comment Bannon n'aurait pas utilisé ces vidéos-là, mais en tout cas, elles ont été faites. Et Bannon a dit publiquement, il existe un enregistrement, c'est pareil, a dit publiquement que la seule personne qu'il craignait par rapport à Donald Trump, c'était Jeffrey Epstein. Et donc, tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, il y a une série de zones d'ombre dans cette affaire, dont peut-être on n'aura jamais les réponses, dont peut-être les réponses sont extrêmement simples, mais cette volonté aujourd'hui de Trump lui-même de dire circuler, il n'y a rien à voir, font que ces questions-là, ces zones d'ombre sont sublimées pour rentrer dans le mainstream, rentrer dans l'inconscient du public et vont accompagner Donald Trump pendant le reste de sa présidence. On se retrouve tout de suite après.